Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence sur les experts qui peuvent vous accompagner dans le cadre de votre projet entrepreneurial et votre projet de franchise. Je suis Fabienne Broucaret, rédactrice en chef du magazine L'Officiel de la franchise que vous trouvez sur le salon, et on va parler ensemble des experts qui peuvent vous accompagner dans votre projet, alors à la fois pendant l'élaboration du projet mais aussi pendant toute la vie de votre entreprise. Donc je vais vous présenter mes 4 invités, vous verrez qu'ils ont des regards et des expertises assez complémentaires. Cécile Pesquine, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé au cabinet Linkea. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Nabil Chérif. Bonjour. Donc vous allez être le côté banque financement et vous allez nous parler plutôt du côté comment on arrive à financer son projet de franchise. Exactement. Et vous êtes directeur général de Crédit Pro. Bienvenue. Tout juste, merci. C'est tout bon. Marc Herman, bonjour. Bonjour, Alors avec vous, on va parler assurance. Vous êtes responsable développement grand compte à la Massif. c'est exactement ça. Merci pour votre invitation. Bienvenue. Et enfin, Jérôme Whitman. Alors avec vous, on va parler expert comptable et vous êtes du coup expert comptable associé au cabinet Inextenso. Bonjour Fabienne, absolument, je suis expert comptable associé au cabinet Nextenso. Très bien. Alors pour vous expliquer un petit peu le déroulement de cette conférence, on va échanger pendant une 30-40 minutes et on prendra ensuite vos questions. Donc n'hésitez pas à les noter, après on passera dans la salle si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Le but du jeu, c'est aussi de répondre à toutes vos interrogations pour que vous puissiez repartir avec un maximum de conseils. Alors Jérôme, je vais me tourner vers vous déjà au début pour commencer. En tant qu'expert comptable, moi si je me mets dans la peau d'un candidat à la franchise, quand est-ce que je dois venir vous voir? Et concrètement, à quoi vous servez quand on vient vous voir au début, qu'on élabore notre projet? Alors on vient nous voir en général très rapidement, et c'est le cas sur le salon aujourd'hui, où j'ai reçu tout à l'heure une personne qui veut se lancer, qui veut devenir franchisé, mais qui ne sait pas exactement dans quoi, ni comment. Et donc c'est assez particulier, mais on est là aussi pour la guider par rapport à ce qu'elle aimerait faire. Mais généralement, dès qu'un franchisé a une idée du secteur d'activité dans lequel il veut se lancer, à ce moment-là, il repère des enseignes, il va préalablement consulter certaines enseignes, et il vient nous voir pour faire un point sur ces enseignes et voir vers laquelle il peut se diriger. Donc c'est vraiment au tout début du projet? C'est complètement au tout début du projet, dès en amont, où on va pouvoir commencer à le guider s'il le souhaite. D'autres ne viennent nous voir que lorsqu'ils ont déjà validé l'enseigne avec laquelle ils allaient démarrer, et ils viennent nous voir pour nous dire voilà, j'ai un projet de DIP, j'ai un projet d'investissement, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble maintenant pour voir s'il y a une véritable faisabilité à me lancer dans la franchise, dans cette enseigne. Donc vous les aidez au départ déjà pour voir est-ce que c'est un projet qui peut être viable, qui peut être un bon projet pour eux? Alors la viabilité du projet va se faire au travers de chiffres. À partir de l'enseigne qui sera choisie par le futur franchisé, il aura une liste de courses quelque part entre le montant des investissements et tous les achats qu'il doit réaliser. Une fois qu'on a cette liste d'investissements, le montant global du coût que va lui demander l'entrée dans l'enseigne, on va voir un petit peu combien est-ce qu'il a d'argent de côté. Quelles sont ses économies? Combien est-ce qu'il peut décemment attribuer comme apport personnel dans l'affaire sans forcément se mettre en danger à titre personnel? Et on va vérifier si après, avec le complément qui va devoir être rajouté forcément par une banque, par un organisme bancaire, est-ce que la rentabilité sera au rendez-vous? Cette rentabilité, je pense qu'on y reviendra après, elle va se décliner au travers d'une étude un peu complète qui sera ensuite transmise aux banques. À quel moment, Nabil, vous intervenez quand on commence à parler chiffres, projet viable, financement? Quand est-ce qu'on vous contacte? On intervient habituellement au même moment ou juste après effectivement le cabinet d'expertise comptable. On va travailler en partenariat avec le cabinet d'expertise comptable, notamment pour travailler sur ce fameux plan de financement, faire le tour des besoins, des ressources, donc ce fameux apport personnel, et comment on peut aller solliciter le financement et éventuellement le décomposer, parce qu'on peut avoir plusieurs lignes ou plusieurs typologies de financement sur différentes durées. Donc on va travailler dans cette architecture là, avec le cabinet d'expertise comptable, et on va également, comme on accompagne beaucoup de réseaux de franchise également, on a une connaissance et on a un track record sur la franchise. On connaît, voilà, peut-être on a financé il y a 2 ans dans une ville de 20 000 ou 30 000 habitants. Donc on voit si les prévisions qui ont été établies par le porteur de projet sont en adéquation avec la réalité terrain, et on va venir confronter tout ça. Donc plus tôt on vient nous voir, je pense comme tout le monde, plus tôt il y aura de l'efficience à notre intervention. Donc vous aidez concrètement à monter le côté financement? Oui, oui, oui. On collabore avec les experts comptables sur le prévisionnel, la partie juridique sur les statuts ou soit elle est faite par l'expert comptable. Nous ensuite, on va venir faire une présentation
une note de synthèse, une présentation, le qui, quoi, quand, comment, où, pourquoi, toute la genèse du projet. Et on va venir y apporter toute la base documentaire des porteurs de projet, le DIP, du franchiseur, les comptes annuels des différents franchiseurs. Et on va transmettre ça à nos interlocuteurs bancaires, qui ne sont pas les agences. On a la chance, avec à peu près 1500 dossiers par an, de toucher des cellules bien spécifiques dans les banques pour aller plus vite, pour avoir plus de crédibilité, pour éviter de perdre du temps, de passer par l'agence et que ça remonte aux engagements. On va directement aux engagements et on va redescendre à l'agence. Alors si je me remets dans la peau du candidat, j'ai trouvé ma franchise, j'ai un plan de financement assez solide et je reçois mon contrat et mon DIP. Alors je me tourne vers vous maintenant, Cécile. Pourquoi il y a un intérêt de refaire relire ces documents par un avocat? Parce que je pourrais me dire, je peux me débrouiller tout seul. On peut effectivement prendre la décision d'avancer tout seul, de lire le contrat, le DIP et de voir s'il convient. Néanmoins, le contrat de franchise va engager sur une durée importante, généralement 5 à 10 ans. C'est comme un mariage dont on ne sort pas sans dégâts, donc c'est exactement pareil. Et avant de se marier dans la vie personnelle, généralement il y a une période de fiançailles, voire de pré-fiançailles, et c'est un petit peu pareil. Donc il faut vraiment se renseigner et analyser ce contrat et ce DIP. Le contrat de franchise n'est pas forcément négociable, donc le rôle de l'avocat ne sera pas forcément d'aller discuter chacune des clauses, mais d'éclairer le candidat à la franchise sur les conséquences des engagements qui sont pris de part et d'autre. D'une part, l'avocat expert de la franchise va pouvoir accompagner le porteur de projet afin de comprendre quels sont les engagements réels du franchiseur à son égard. Et certains contrats de franchise sont plus ou moins légers ou complets à cet égard. Et c'est en lisant le contrat de franchise, en le connaissant, que l'on se rend compte si l'enseigne prend des engagements qui sont importants ou qui sont plutôt légers. Donc c'est fondamental de se faire accompagner. Et d'autre part, côté franchisé, le franchisé a énormément d'engagements, à la fois sur le respect du concept, sur le suivi du concept, sur l'approvisionnement, sur la partie financière. Et là aussi, il est nécessaire de se faire accompagner. Donc c'est vraiment un investissement, ça n'est pas une charge, c'est un investissement de la même manière que faire appel aux spécialistes qui m'accompagnent est un investissement sur lequel il ne faut pas lésiner. Et le DIP va aussi permettre aux candidats à la franchise d'être éclairés sur la santé du réseau, sur la santé du franchiseur et de décider en connaissance de cause. Alors, il faut absolument que le candidat à la franchise ne se contente pas d'analyser ces éléments, il faut qu'il se comporte comme un vrai enquêteur terrain. Donc, à mon sens, oui, je prends un avocat pour relire les éléments, DIP et contrat, mais je ne m'arrête pas là. Je vais interroger des franchisés déjà en place, je vais consulter leurs chiffres avec des sites comme Infogreffe, Société.com, Papers. J'ai accès à ces données-là et je réalise en parallèle une vraie étude de marché. Donc, c'est un facteur à la fois de conseil, mais c'est aussi une vraie étude qui doit être réalisée. Si je me repenche sur le contrat, est-ce qu'on peut donner quelques exemples de clauses qui ne sont pas forcément si évidentes que ça? Je pense à la clause de non-concurrence, ou peut-être que quand on est candidat, on ne fait pas forcément attention à la fin du contrat. Comment on pourrait illustrer le fait que le contrat n'est pas aussi simple que ça? Alors en effet, la clause de non-concurrence est un bon exemple. Le franchiseur va transmettre au franchisé un savoir-faire. Et dans la mesure où ce savoir-faire est un ensemble d'idées qui n'est pas protégé en tant que tel, on ne va pas breveter le savoir-faire, on ne le protège pas comme une marque, eh bien en fin de contrat, pour éviter que le franchisé qui sort du réseau continue à l'utiliser, on peut prévoir ce qu'on appelle une non-concurrence post-contractuelle. C'est-à-dire que pendant une année, dans le local où le franchisé est situé, l'ancien franchisé est situé, il ne doit plus exercer la même activité. Cette clause-là, elle est rédigée de manière très précise. Elle est valable en droit français. Elle n'a pas à être payée. Donc, contrairement au contrat de travail où là, l'employeur doit payer le salarié s'il souhaite qu'il ne fasse pas de concurrence après la fin du contrat, il n'y a pas cet engagement de paiement. Et donc là, ça fait partie des clauses qu'il faut évidemment décrypter et qu'il faut intégrer dans sa réflexion. De la même manière, vous avez pas mal de clauses sur la thématique des cessions qui sont assez lourdes dans les contrats de franchise où lorsque le franchisé fait entrer quelqu'un à son capital, lorsqu'il change de gérant, eh bien, le franchiseur a son mot à dire, voire il peut préempter. Donc là aussi, je pense que c'est fondamental parce que ça va impacter la valeur de l'entreprise et sa transmission, de bien comprendre ces clauses qui sont complexes. Mais en fait, toutes les clauses sont à lire. C'est quelques exemples parmi d'autres. Marc, quand on entreprend, l'assurance, j'imagine, est un point clé parce qu'on y met, on le disait, son argent personnel. Comment vous aidez le candidat à bien choisir les bonnes assurances au début et peut-être aussi les indispensables quand on se lance?
Alors, tout d'abord, effectivement, il faut accompagner le porteur de projet au plus tôt dans le démarrage de son activité. Alors, souvent, quand on démarre une activité, on pense financement, on pense business plan, on pense statut. Et pour autant, l'assurance, c'est un facteur clé de la réussite de l'entreprise. Pour imaginer mes propos, je vous dirais que partir avec un contrat inadapté, c'est un peu comme prendre la voiture, mais en attachant mal sa ceinture. En fait, ça devient hyper dangereux. Notre rôle, à nous en tant qu'assureurs, c'est de pouvoir accompagner tous ces entrepreneurs pour leur expliquer ce que sont les garanties, celles qui sont obligatoires, celles qui sont optionnelles, celles qui peuvent être intéressantes pour lui ou pas. Donc on va essayer de maîtriser en tout cas cette partie assurantielle pour le permettre de l'accompagner au plus loin dans son activité. Et il faut aussi comprendre que quand on crée une franchise, on passe de salarié à chef d'entreprise et que du coup au niveau aussi tout simplement de sa protection pour soi et aussi pour ses salariés si on en a, ça change tout. Ça change tout. Et c'est en ça qu'on est en capacité de l'accompagner. Alors effectivement, quand on réfléchit sur les assurances, on va parler des assurances de biens. On a l'habitude, les voitures, les locaux. On va parler des assurances de personnes, et ça c'est un peu nouveau pour l'entrepreneur. Et puis on va parler d'assurance de l'activité. La question derrière tout ça, c'est de pouvoir accompagner au bon moment sur ce dont il a besoin au moment de la création, sur ce dont il aura besoin plus tard dans son activité. En fait, on va y aller par étapes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir l'accompagner, de l'accompagner sur la souscription de contrat au moment voulu, ni avant, ni après. Quand on parle création d'entreprise, on parle forcément aussi de statut. Là, je me tourne plutôt du côté expertise comptable ou avocat. En quoi c'est important de vous consulter aussi pour prendre les bons statuts? Parce qu'on ne se rend pas forcément compte qu'il y a des choix possibles selon son entreprise, selon son secteur, selon sa franchise. Alors effectivement, les statuts ne sont pas des statuts types. Donc ce n'est pas la peine d'aller sur Internet, prendre des statuts pour se les recopier directement. Les statuts se font à l'image du franchisé des associés. C'est-à-dire qu'en fonction de votre statut social, de la fiscalité, en fonction de votre patrimoine, votre statut matrimonial, on va déterminer quelle est la bonne nature de statut. Il existe deux grandes familles, on va dire. Les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par action simplifiée. Pour être très clair, dans la première, on a le dirigeant qui est un gérant à un statut de travailleur non salarié. Donc il ne perçoit pas de fiche de paye et il perçoit une rémunération qui est votée en assemblée générale et il paye des cotisations dessus qui ne sont pas comme sur une fiche de paye payée le mois d'après, mais payées forfaitairement à l'URSSAF et régularisées l'année suivante. Alors que lorsqu'on est en SAS, un président a un statut d'assimilé salarié. Ça veut dire qu'il a une fiche de paye, il paye des cotisations sociales comme un salarié auprès de l'URSSAF, auprès de caisses de retraite de cadre, de mutuelles et de prévoyance. Il ne cotise pas, bien sûr, au Pôle emploi. Et par contre, lui a une fiche de paye tous les mois avec un mandat de président qui est validé et des cotisations sociales payées le mois suivant. Donc ces statuts l'arborescence des statuts vont se faire en fonction de la nature des associés, de ce qu'ils vont pouvoir optimiser, ce qu'ils recherchent au fond par rapport à tout cela. Un salarié qui a été salarié, un futur président qui a été salarié toute sa vie, est-ce qu'au bout de 30 ans d'ancienneté, s'il se lance dans la franchise, il va vouloir changer de statut social et passer d'un statut anciennement salarié à un statut de travailleur non salarié? Il y a une étude à faire, et ça c'est important. Et le rôle de l'expert comptable et de l'avocat sont là pour le renseigner à ce niveau. Donc tous ces paramètres sont importants parce que c'est une fois que tous ces paramètres ont bien été mis en place qu'on va établir les statuts qui vont permettre à la société de pouvoir être constituée et qui vont suivre la société tout au long de la vie de l'entreprise. Les statuts, c'est les règles du jeu. Dedans, on marque qu'est-ce qu'on fait, dans quelles conditions, comment et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Voilà. Surtout quand on est plusieurs associés. Cécile, un complément sur les statuts? Non, je rejoins tout ce qui a été dit. En effet, aujourd'hui, il est facile de se procurer des statuts et des pactes type avec l'intelligence artificielle et sur Internet. Mais prenez le soin de bien les définir. Si vous êtes plusieurs associés, c'est vraiment important de poser ces règles-là, les règles de sortie, les règles de valorisation. Et faites-vous accompagner. Et les experts comptables sont très bien placés en la matière. Alors Nabil, Cécile a commencé à le dire par une attitude proactive. Elle parlait, elle, d'enquête, d'aller voir les franchisés. Côté financement, on pourrait se dire, vous avez fait avec l'expert comptable un joli dossier, tout est prêt. Donc le tour est joué et c'est facile d'aller voir la banque après. Quelle posture, selon vous, doit avoir le candidat à la franchise? Parce qu'un bon dossier, ça ne fait pas tout.
Non, un dossier, ça fait pas tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi les portes d'entrée chez les banquiers, chez nos partenaires bancaires. Il y a également le poids que le courtier va représenter. Un futur franchisé, il représente qu'un dossier auprès de la banque, donc avec un délai de traitement, avec une subjectivité peut-être aléatoire. Chez nous, chez Crédit Pro, c'est en moyenne à peu près 1500 dossiers par an. Donc quand on a besoin d'en pousser un, voilà, on a un peu de poids et ça effectivement, ça compte. Et il y a aussi le parler bancaire, c'est une langue. On ne parle pas tous le banquier, même si on a des chiffres. On est un très bon futur commerçant, un très bon futur chef de projet, mais il y a l'analyse des chiffres. Des fois, on n'est pas en phase de défendre des points qui ont été prévus dans un prévisionnel, qu'on ne sait pas pourquoi l'expert comptable a choisi effectivement la SAS, la SARL, les charges sociales. C'est pas grave de ne pas savoir. Mais par contre, le banquier, s'il y a un point où il n'y a pas la réponse, il y a une objection sur laquelle il n'y a pas une contre-objection, il va rester dans l'objection, il va dire il y a du risque. Qui dit il y a du risque, ça ne veut pas dire je ne fais pas. Je ne sais pas si vous étiez tout à l'heure avant, mais le taux d'intérêt est lié au facteur risque du banquier. Donc plus il va se sentir en position de risque, plus il y aura un taux élevé. On ne dit pas qu'il y aura un refus, mais il y aura un taux élevé. Donc on est là pour ça, on est là pour asseoir le risque et on est surtout là pour maîtriser les délais. Parce qu'il y a des prises à bail quand vous créez une franchise. Vous allez prendre un bail avec un engagement de rentrer dans les locaux à telle période, avec une franchise de 2 mois pour les travaux. Si déjà vous arrivez un mois plus tard parce que vous n'avez pas les financements, votre franchise elle ne sera plus que d'1 mois pour faire les travaux. Donc tout ça, voilà, il vaut mieux sécuriser. On pense que voilà, c'est le but d'être accompagné et je crois que c'est la thématique, donc ça tombe bien. Est-ce que c'est aussi important pour le candidat de s'approprier son dossier pour la banque, les données, et de ne pas non plus se dire que c'est une affaire d'expert et que de regarder ça de loin? Ouais, alors on y va parce que du coup, on n'y va pas seul, on y va avec le candidat. On relit ensemble la note de synthèse. Tout ce qu'il y a dans le dossier, il est au courant et on lui a expliqué. Et on va le briefer également de ces fameux rendez-vous bancaires dans lesquels on va l'accompagner. On n'y va pas seul. Et bien évidemment, il vient parce que le partenaire bancaire, de quoi il a besoin? De l'adéquation au projet. Il veut parler au chef d'entreprise. Bien évidemment, les chiffres, c'est, comme on dit, un prévisionnel, c'est un fichier Excel. On peut y mettre plein de choses. Mais par contre, l'aspect humain est très important. Il va venir et donc il est au courant de tout ce qu'il y a dans un prévis. Ouais, je vais compléter les propos de Nabil. Alors effectivement, côté assurantiel, je pense qu'il est vraiment hyper important que l'entrepreneur puisse s'approprier les garanties d'un contrat d'assurance. En fait, il faut bien comprendre, et peut-être l'ai-je déjà dit, mais un contrat d'assurance, c'est d'abord un outil qui va sécuriser l'activité. Lorsqu'on a pris un contrat qui est adapté, ça peut aussi être un facteur devant un financeur, devant une banque, de dire « oulala, moi, je n'ai pas tout misé sur la chance, j'ai aussi pris un contrat adapté » et on sait que de toute façon, toutes les activités sont soumises à des risques. Et le plus important dans tout ça, c'est de pouvoir anticiper ces risques-là et de dire « ok, j'en ai pris conscience et maintenant, je me suis assuré pour que ça se passe bien ». Je voudrais juste rajouter pour la partie de l'étude prévisionnelle qui est transmise aux banques. Ce n'est pas juste un tableau Excel, c'est extrêmement important. Et ce n'est pas non plus que des chiffres. Nabil le rappelait tout à l'heure, il faut qu'en fait, lorsque le banquier va ouvrir le dossier, va ouvrir le livre, il lise une histoire, il adhère à l'histoire, il comprenne l'histoire. Ça veut dire qu'on parle dans un premier temps de l'histoire du futur franchisé, ce qu'il faisait, ce qu'il fait, ce qu'il a envie de faire, à partir de quoi il veut le faire. On parle de l'enseigne, on parle du projet, on parle des investissements. Et c'est qu'après qu'on va adosser tout un certain nombre de tableaux financiers. On va faire une étude prévisionnelle généralement sur 7 ans, sur lesquels on va déterminer année par année le détail du chiffre d'affaires, de la marge, des différents coûts qu'il va y avoir et de la rentabilité qu'on va obtenir année par année. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la rentabilité qu'on obtient année par année, sur toujours des hypothèses non risquées, très prudentes, en fonction de l'emprunt également qu'on va demander, on va rembourser tous les ans un montant d'emprunt, d'amortissement d'emprunt. Eh bien, si d'ores et déjà on s'aperçoit que le remboursement de l'emprunt à rembourser est supérieur à la rentabilité que va dégager année par année nos prévisions, ça ne sera jamais financé. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important, d'où des allers-retours bien souvent entre le franchisé, le futur franchisé, l'expert comptable, Nabil, exactement, pour monter un dossier, de telle sorte que lorsque le dossier arrive chez le banquier, il a été validé par le franchisé, bien évidemment, puisque c'est quand même lui qui est responsable des chiffres. L'expert comptable
et Crédit Pro pour pouvoir valider et dire vous pouvez y aller en toute confiance, tout est validé, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un banquier qui découvre un dossier qui n'est pas bien ficelé, qui n'est pas cohérent. Tout le monde y perd en crédibilité. Et voilà, exactement. Donc, il est extrêmement important pour que tout le monde gagne du temps, que le dossier soit traité par des professionnels en amont, d'où l'importance de se faire accompagner précisément par des spécialistes afin que le dossier soit rentable. Il est possible que pendant l'analyse, on s'aperçoive que ce n'est pas rentable. Et à ce moment-là, le rôle de l'expert comptable est aussi d'alerter le futur franchisé en disant je suis désolé, moi ça m'est arrivé il y a un mois de cela avec un futur franchisé. N'y allez pas parce que ça ne marche pas. On a beau tordre les hypothèses dans tous les sens, même les hypothèses les plus optimistes faisaient qu'à l'arrivée, il y avait une faiblesse d'apport trop importante et on ne pouvait pas le faire financer. Donc plutôt que de faire perdre du temps à tout le monde, on a expliqué aux franchisés qu'il fallait qu'ils changent de projet, tout simplement. Oui, ce qui est rassurant aussi, plutôt que de foncer tête baissée et de le regretter après. Imaginons, du coup, je me lance grâce à vous, mon dossier est passé et je suis dans ma première année d'entreprise. Comment vous allez chacun pouvoir m'aider à développer, à faire vivre mon entreprise? On parlait de réussir son projet. Ça dure 5 ans ou 7 ans, un contrat de franchise. Jérôme, vous êtes un peu l'allié au quotidien, vous, l'expert comptable. C'est avec vous qu'on va être en lien tout au long de la vie de l'entreprise? Oui, alors en fait, l'expert comptable, son rôle ne se limite pas à accompagner le franchisé à créer sa société, à lui permettre d'avoir des documents qui seront validés au niveau des banques, mais c'est ensuite de l'accompagner tout au long de la vie de l'entreprise. L'expert comptable est présent de la création tout au long de la vie de l'entreprise jusqu'à la fin, jusqu'à la cession, d'accord, jusqu'à la vente. Et pour que vous soyez certain, qu'un chantier soit certain que ce qu'il fait au quotidien soit correct, on n'attend pas un an pour faire son premier bilan et de dire « Ah ben je suis désolé, ça n'a pas marché cette année ». Non, c'est pas comme ça que ça marche. Un expert comptable va tous les mois ou tous les trimestres selon l'activité sortir des tableaux, des soldes intermédiaires de gestion, des tableaux de bord à ses franchisés, quel que soit le secteur d'activité, pour lui montrer où il en est par rapport à son budget initial. Ce qui nous permet de pouvoir rectifier le tir suffisamment tôt en disant attention, là, on n'est pas du tout dans les clous par rapport à ce qu'on avait prévu en termes de ratio de marge. Il y a trop de masse salariale par rapport à ce qui était prévu. Est-ce que c'est lié au démarrage? Est-ce qu'il y a eu un surcroît d'activité? Est-ce que ça va se lisser par la suite? Non, tout ça c'est important. Le rôle de l'expert comptable, c'est de travailler avec son client, avec le franchisé, tous les mois, pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque particulier. Et s'il y en a, justement, son rôle est d'alerter son franchisé, son client, pour lui dire attention, là on a un problème, il faut qu'on trouve les solutions pour remédier à ces problèmes. Alors Marc, on ne vient pas vous voir tous les mois, mais quand est-ce qu'on vient vous voir dans la vie de son entreprise? Alors, on ne vient pas me voir tous les mois, j'allais dire heureusement, on sait que tout va bien. Je pense qu'il faut avoir en tête que... Alors, il y a d'abord un principe qui est clair en assurance, c'est que les données d'un contrat d'assurance sont d'abord établies suite aux déclarations qui sont faites par l'entrepreneur. Donc c'est l'entrepreneur lui-même qui va déclarer avoir un chiffre d'affaires, une valeur de bien, une valeur de stock. Donc forcément, quand il ne se passe rien, tout va bien, on ne change rien. Par contre, quand il y a un changement, là, il faut que l'entrepreneur soit un petit peu proactif et qu'il dise tiens là, mes données ont changé, il faut que je contacte mon assureur pour lui dire que ça a changé pour qu'il puisse redresser le contrat s'il y a besoin. Sur un deuxième temps, alors on a parlé tout à l'heure des assurances qui étaient obligatoires, d'autres qui étaient optionnelles. Et parmi ces garanties optionnelles, il y a une garantie qui est hyper importante, qui est une garantie financière qui s'appelle la perte d'exploitation. On le disait, l'expert comptable est un allié au quotidien pour ça. La perte d'exploitation, c'est quoi? C'est finalement la prise en charge d'une perte de chiffre d'affaires ou d'une marge brute. Tout ça, ça évolue parce que le comptable, lui, il va travailler sur ces valeurs-là. On va essayer de réduire les coûts de gestion, on va essayer d'augmenter le chiffre d'affaires et forcément, la marge brute va évoluer. Et je pense qu'il y a une petite alerte qui peut être donnée et qui sera donnée, d'ailleurs, vous confirmerez, Jérôme, mais il y a une alerte qui sera donnée par l'expert comptable en disant « Attention, là, le contrat est plus forcément à jour ». Et puis le troisième point, c'est que de toute façon, tous les ans, il y a un avis d'échéance qui arrive. Et c'est peut-être l'occasion de penser à l'assurance et puis de voir si le contrat qu'on a souscrit un an auparavant ou qu'on a reconduit un an auparavant, il est toujours adapté. Et enfin, pour finir, je pense que ce qui est vraiment important, il faut avoir en tête que même s'il ne se passe rien, même si l'activité n'évolue pas, il faut avoir en tête de rencontrer son assureur tous les 2 ou 3 ans. Et surtout,
Si vous avez un assureur et que l'assureur vous contacte en disant « Écoutez, moi j'ai envie de vous voir parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et on voudrait mettre à jour votre contrat », acceptez le rendez-vous. Laissez-vous accompagner par le professionnel qui est l'assureur et qui sera en capacité de remettre à jour votre contrat s'il le faut. Je pense aussi, si je démarre solo et que j'ai besoin au bout d'un an ou deux d'avoir des salariés, là aussi c'est important de venir vous voir sur les différents contrats. Alors c'est particulièrement important pour deux raisons. D'abord, il faut savoir que les salariés, au titre de la responsabilité civile, sont couverts par le contrat. Donc c'est bien que l'assureur le sache quand même. Et puis après, il y a un aspect réglementaire. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années maintenant, il y a la mutuelle qui est obligatoire pour l'ensemble des salariés. Et il relève de l'obligation de l'employeur de pouvoir souscrire une mutuelle au profit de ses salariés. Donc nous informer, nous, de l'existence d'un salarié, c'est nous permettre de vous accompagner en tant qu'assureur sur ces dispositifs réglementaires et sur ce qu'il faut mettre en place pour protéger aussi les salariés. Alors Cécile, est-ce qu'on vient vous voir que quand ça tourne mal? Ou est-ce qu'il y a d'autres moments dans la vie de l'entreprise où il faut venir vous voir? Alors, c'est un peu comme l'assureur, hein. Généralement, on va chez l'avocat comme chez le médecin, mais on peut y aller en prévention. Alors, déjà, avant de lancer l'entreprise, on a parlé du contrat de franchise et du DIP. Il y a un point vraiment important sur lequel il faut se faire accompagner, c'est le bail commercial. Et c'est pareil pour l'assureur. On a tendance à être contacté dernière minute pour signer le bail, mais le bail commercial est très engageant. Il va engager sur 3, 6, 9 années, parfois 10 années. Il y a des conséquences très importantes, notamment sur les valeurs locatives, sur l'indexation. Et il est fondamental de se faire conseiller pour comprendre son bail commercial. Il est fondamental de vérifier aussi les clauses d'assurance du bail commercial qui sont très souvent en faveur du bailleur et très lourdes à mettre en œuvre, et de vérifier que l'assurance qui est souscrite dès le départ est conforme à ce qui est prévu dans le bail commercial. Ça, c'est fondamental. Donc ça, c'est au lancement. Une fois que j'ai ouvert mon commerce, je suis franchisée, tout va bien. A priori, pas besoin de l'avocat. Vous pouvez en avoir besoin aux échéances triennales du bail, justement si vous considérez que la valeur locative est moins élevée que ce que vous payez en pratique, pour voir si on ne peut pas entamer une procédure de renégociation de votre loyer. Donc ça peut être un intérêt de faire appel à un avocat. Si jamais la situation est complexe, qu'on se retrouve avec une trésorerie tendue, dans une situation proche de la cessation des paiements, là je pense qu'il faut absolument anticiper cela et faire des réunions de crise ou de pré-crise avec l'expert comptable pour voir si on ne peut pas aller renégocier avec la banque, avec le bailleur, avec les créanciers, pour éviter la situation compromise qui serait celle du dépôt de bilan. Donc là aussi, l'avocat va être là en cas de problème, mais comme un vrai partenaire. Et ensuite, en fin de contrat, eh bien, je peux avoir envie de renouveler mon engagement auprès du franchiseur. Et donc là, l'avocat va reconseiller le franchisé. Et la finalité logique du chef d'entreprise, c'est de céder son entreprise. Et là, votre avocat va vous accompagner pour la cession. Donc, à tous les moments de la vie de l'entreprise, l'avocat peut être là, en partenaire et en soutien. Il y a un vrai rôle aussi, vous voulez, Marc? Oui, je voulais juste rebondir sur le bail commercial. Pour tous les entrepreneurs, il faut savoir que le bail commercial, c'est un élément qui est hypersensible. Alors, pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il va engager l'assureur. C'est-à-dire que nous, en tant qu'assureur, on est tenu de se conformer à ce qui est noté dans le bail. C'est important que vous puissiez communiquer ces éléments-là à l'assureur pour qu'il puisse adapter le bail. En début de présentation, j'expliquais qu'il y avait certaines assurances qui étaient obligatoires. Alors, on parlait de responsabilité civile notamment, et d'autres assurances ou d'autres garanties qui étaient optionnelles. Dans un bail commercial, le bailleur, et c'est souvent comme ça que ça fonctionne, c'est que le bailleur va imposer des garanties qui sont normalement optionnelles, il va les imposer dans le bail commercial. Et du coup, ces garanties deviennent obligatoires. Vous ne pouvez pas les écarter du contrat d'assurance. C'est essentiel que vous puissiez deux choses. Alors moi, je vais confirmer les propos de Cécile qui disait il faut faire contrôler ce bail commercial par une spécialiste ou un spécialiste du droit. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Et surtout, il faut présenter ce bail commercial à l'assureur pour que l'assureur puisse préparer un contrat qui soit adapté à ce bail commercial. On va fêter les 5 ans du Covid. Quand il y a des crises comme ça, vous êtes aussi des alliés très précieux. J'imagine que si vous vous replongez il y a 5 ans, vous deviez être assaillis de demandes de franchisés, de chefs d'entreprise. Donc c'est aussi un soutien. On parlait de conseils, mais vous êtes là aussi quand il y a des choses inattendues, quand ça va mal. Oui, on est là au quotidien, en tout cas, notamment quand ça va mal et notamment pendant le Covid. S'il y a besoin, on a accompagné, on a fait une offre totalement gratuite, bien évidemment, d'accompagner nos clients historiques sur la demande de PGE, sur la motivation des PGE pour pouvoir accompagner. Et puis on était dans une période un peu particulière qui était le confinement, où les banquiers n'étaient pas présents en agence. Donc nous, on a des outils dématérialisés qui permettent déjà d'envoyer les dossiers auprès des banques. Donc on s'est servi de ces tuyaux-là
pour faire les demandes de PGE. On a vu ça avec nos partenaires bancaires en disant, voilà, est-ce que nos clients, est-ce que vous acceptez, plutôt que de saturer les boîtes mail des chargés pro qui étaient très souvent chez eux, voilà, avec des normes de sécurité qui étaient un peu compliquées pour ouvrir les mails. Donc on est passé par là. Donc oui, on a été présent pendant ces moments-là. Je voulais rebondir sur ce que disait Cécile tout à l'heure. Effectivement, il y a parfois dans la vie de l'entreprise des moments compliqués où la trésorerie n'est pas au rendez-vous. Non pas forcément parce qu'il n'y a pas de business, mais parce que certains des clients sont en difficulté et du coup ne payent plus. Et ça, c'est extrêmement compliqué parce que vous continuez à dépenser, à acheter. Donc vous devez payer vos factures, mais votre argent ne rentre plus de la part de vos clients. Et là, justement, l'intérêt, on le disait tout à l'heure, de faire des suivis mensuels assez réguliers de la situation de l'entreprise vont permettre de déceler bien en amont des difficultés qui arrivent ou à venir. Et lorsque on fait le constat entre l'expert comptable et son client, son franchisé, de difficultés réelles et qui pourraient s'aggraver dans les semaines et les mois à venir, à ce moment-là, il est important de travailler conjointement avec son avocat, à trois, l'avocat, l'expert comptable, le franchisé, pour essayer de trouver des solutions. Les solutions consistant principalement à demander à certains créanciers de geler un petit peu ce qu'il aurait dû, de l'accepter. Alors généralement, il n'y en a pas 50, hein, c'est les banques et les bailleurs. Ce sont les deux vers lesquels on va se tourner pour essayer de demander des délais. Alors ce n'est pas 15 jours, ce n'est pas un mois, c'est généralement des délais de 6 mois pour voir si effectivement avec ces 6 mois qui vont permettre à l'entreprise de pouvoir se régénérer en trésorerie, le coup dur est passé et ensuite on prévoit un plan de remboursement des 6 mois sur les mois à venir pour rembourser aux banques et pour rembourser aux bailleurs. Ou de décaler les baux, ce serait un miracle si c'était accepté, de décaler les baux ou l'emprunt dans le temps. Et là c'est extrêmement important parce que si on ne fait rien, si les difficultés persistent, eh bien c'est l'activité de l'entreprise qui est compromise et son avenir. Voilà, donc c'est vraiment important de mettre autour d'une table l'expert comptable et l'avocat, voire potentiellement un administrateur judiciaire qui va s'en occuper. Il ne faut pas voir le terme comme c'est un dépôt de bilan. On est dans une procédure amiable, on n'est pas du tout dans une procédure collective en fait. Hein. On est dans l'amiable, on essaie de trouver des solutions et l'expert comptable et l'avocat sont là pour vous y aider. Si on a réussi à convaincre de l'intérêt de faire appel à un expert dans vos différents domaines, comment bien le choisir? Quels seraient votre ou vos conseils pour trouver la bonne personne par rapport à son projet? J'aurais tendance à vous recommander d'aller voir un spécialiste, alors sur la partie expert comptable, mais il en parlera mieux que moi, un spécialiste du secteur d'activité. Vous avez des secteurs d'activité qui sont spécifiques et tous les experts comptables n'ont pas traité tous les secteurs d'activité. Et de la même manière, sur la partie juridique, faire appel à un avocat qui est habitué à accompagner des franchisés. Je ne prêche pas pour ma paroisse, je n'accompagne que des franchiseurs, mais il est vraiment important d'aller voir l'un de mes confrères qui s'occupe de franchisés parce qu'il saura interpréter le contrat de franchise, il saura les points sur lesquels vous pouvez négocier et il saura vraiment vous accompagner. Il y a plein d'avocats généralistes qui font un super boulot pour la création d'entreprises et des sujets plus généralistes, mais le contrat de franchise est une matière qui est peu enseignée à la fac de droit et qui est une matière de niche. Donc un spécialiste, pour moi, c'est vraiment la clé. Et vous avez des spécialistes partout en France à même d'accompagner les franchisés. Alors, pour répondre à cette question-là, côté assureur, on va retenir un principe de base, c'est que côté assurance, il n'y a pas de mauvais assureurs. Il n'y a que des contrats inadaptés. Ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir choisir, et comme le disait à l'instant Cécile, c'est de pouvoir choisir un spécialiste du secteur. Alors, chez les assureurs, vous allez retrouver des spécialistes du milieu médical, de la responsabilité civile médicale. Vous allez retrouver des spécialistes du bâtiment. Vous allez retrouver des spécialistes des assurances de commerce. Je pense que prioritairement, il faut se tourner vers un assureur qui a légitimité à vendre un contrat de votre secteur d'activité. Et ça, c'est très essentiel. Et surtout, faites confiance. Je pense que la confiance est un élément clé d'une relation contractuelle. Et il faut d'abord commencer par faire confiance. Et une fois qu'on a fait confiance, là, on peut avancer sur les projets qui nous tiennent à cœur. Alors, les experts comptables, quant à eux, sont des généralistes à la base. Donc, ils peuvent travailler avec tout type de société, tout type de personnes, dans tout secteur d'activité. Néanmoins, ce sont des êtres humains et ils ont des appétences pour certains secteurs d'activité.
Il y en a, ça va être l'économie sociale et solidaire. D'autres, ça va être le bâtiment. D'autres, les transports. D'autres, la politique. Mais il va y en avoir d'autres qui va être le domaine de la franchise, notamment l'accompagnement de franchiseurs ou de franchisés. Et ces personnes-là, généralement, ces experts comptables-là, dans la discipline, dans la spécialité qu'ils développent, deviennent des professionnels très affûtés parce qu'ils vont se consacrer à ces secteurs d'activité-là, à ces domaines-là, et avec une clientèle de plus en plus importante dans leur cabinet qu'ils vont accompagner. Voilà. Donc effectivement, vous êtes là au Salon de la franchise pour des projets de futurs franchisés. Donc accompagnez-vous de spécialistes, quels qu'ils soient, mais vraiment spécialisés dans le domaine de la franchise. Nabil ? Un peu tout pareil. On est effectivement aujourd'hui, les courtiers en financement professionnel sont des généralistes et ils sont capables de financer tout type d'activité. Certains ont pris le pas de la spécialisation, notamment dans le domaine de la franchise, mais voilà, vous trouverez dans votre environnement des courtiers qui sont aussi bien généralistes que spécialistes dans le monde de la franchise. Je pense que quand même vous allez signer un contrat de franchise ou un contrat de PAX ou ce que l'on veut avec un franchiseur. Donc rapprochez-vous également de votre franchiseur qui lui vous mettra en relation et qui a l'habitude de travailler avec des partenaires, avec des tiers de confiance. Donc c'est bien aussi d'avancer dans un climat de tiers de confiance tout en ayant sa liberté de choisir aussi ses propres interlocuteurs parce que c'est important aussi d'être indépendant dans ses choix. Jérôme, vous êtes du coup membre du Collège des experts de la FFF. Qu'est-ce que ça apporte concrètement comme gage de sécurité pour les candidats ? Eh bien, pour être agréé expert auprès de la Fédération française de la franchise, ça ne se fait pas comme ça ne se fait pas par piston. On est reconnu par des franchiseurs qu'on accompagne, qui sont eux-mêmes membres de la Fédération française de la franchise en tant que franchiseurs, et qui vont nous accompagner à soutenir pas une thèse, mais une soutenance en fait, à présenter une soutenance devant un jury de la Fédération française de la franchise. Et le franchiseur qui nous accompagne est la caution morale, quelque part, de nos compétences et peut en témoigner. Voilà. Donc on passe un entretien, ce n'est pas un examen, c'est un entretien au cours duquel on nous pose un certain nombre de questions. On nous teste pour savoir si on a réellement une expérience dans ce domaine d'activité, parce que qui dit expert dit vraiment quelqu'un de très spécialisé. Et ensuite, lorsqu'on entre dans le collège des experts, on est entre spécialistes du domaine, on travaille régulièrement sur des thématiques très pointues à destination des franchiseurs, et on figure sur le site de la FFF sur un registre sur lequel nos noms, nos coordonnées apparaissent. Si notre nom apparaît, pour ceux qui vont y jeter un œil et nous appeler, c'est un signe de confiance réelle. Avant de passer à vos questions, j'en ai une dernière. On peut se dire que tout ça, ça coûte beaucoup d'argent de faire appel à vos différentes expertises. Qu'est-ce que vous répondrez aux gens qui se disent que c'est peut-être pas quand même nécessaire et que du coup, on peut peut-être s'en passer ? Allez. Je vais commencer par la partie assurance. Tout le monde se regarde. Tout le monde se regarde. Parce que quand on parle d'assurance, souvent on entend « Oh là là, l'assurance c'est cher ». Alors, si on doit parler d'assurance, il faut d'abord prendre en compte le fait que si vous ne vous assurez pas, alors vous allez être votre propre assureur. Est-ce que vous êtes en capacité, en tant qu'auto-entrepreneur, est-ce que vous êtes prêt, vous, à assumer un risque incendie, un risque dégâts des eaux, un risque vol ? Est-ce que vous êtes prêt à prendre sur votre trésorerie pour aller payer les dommages qui ont été causés ? Moi, je pense que ça n'est pas comme ça qu'on peut sécuriser une activité. Donc j'ai envie de dire que reportez-vous sur l'assurance, et ça n'est pas qu'un prix, l'assurance. L'assurance, c'est un ensemble de 3 éléments. C'est un ensemble de garanties, c'est un prix et c'est un ensemble de services. Et c'est ces 3 éléments-là qui vont composer le contrat d'assurance. Alors après, effectivement, ça représente un coût, ou j'irais même plus précisément, ça représente une charge. Mais comme il y a des charges d'électricité, il y a des charges d'eau, vous allez avoir une charge récurrente qui est l'assurance, mais qui, encore une fois, je le rappelle, ne vise qu'une seule chose, c'est pérenniser votre activité. Oh, mais nous, on a une activité qui n'est pas obligatoire, donc effectivement, je vous déconseille très fortement de ne pas vous assurer. Ça, c'est une certitude, de ne pas être accompagné sur le volet juridique ou sur le volet expertise comptable. C'est totalement même déconseillé, ou il faut être fou en tout cas pour le faire. Faire appel à un courtier, très sincèrement, vous pouvez très bien vous dire que vous pouvez aller voir votre partenaire bancaire, votre banquier seul, et ça, on l'entend complètement.
ça vient effectivement se rajouter, c'est une prestation de service. Une opération de sous-traitance, on vient sécuriser. Donc c'est à vous de définir si vous en avez besoin, si vous en sentez la charge de le faire ou pas. Voilà, on va pas faire de parallèle avec la vie de tous les jours, mais c'est une opération de sous-traitance. Et il y a des experts sur lesquels vous êtes obligés. Nous, vous êtes fortement conseillés parce que c'est moi qui vous le dis, mais vous pouvez très bien penser l'inverse et il n'y a pas de souci. Alors, l'expert comptable, est-ce que ça coûte cher un expert comptable? Non, un expert comptable digne de ce nom va adapter un prix cohérent par rapport à un service cohérent. Déjà, il faut savoir que lorsqu'on est chez entreprise, on a des obligations. On n'a pas que des droits. On a surtout beaucoup d'obligations, et notamment certaines obligations qui vous sont imposées par le Code du commerce, qui commence par dire que tout chef d'entreprise doit tenir régulière une comptabilité au jour le jour selon les normes imposées par le Code du commerce. À l'issue de cette comptabilité, le Code général des impôts vous oblige de lui transmettre un bilan qui est le reflet un petit peu de toutes les opérations qui se sont passées au cours de l'année, un compte de résultat avec toute l'activité de l'année, un bilan qui est la photo du 31 décembre de l'exercice avec toutes vos créances, toutes vos dettes, tout ce que vous possédez. Ça, c'est une obligation légale qui se fait à partir d'une comptabilité que généralement les experts comptables font. Certains qui ont fait des études comptables peuvent acheter un logiciel et le faire, mais le bilan, c'est l'expert comptable qui le fait. Le Code général des impôts vous impose aussi de payer certains impôts. Commencez par les déclarations de TVA. Les déclarations de TVA, ce n'est pas juste de dire je prends de la TVA sur des encaissements ou sur des décaissements. Selon le régime fiscal sur lequel on est, la TVA se calcule différemment. Il existe toute une kyrielle de taxes, vous pouvez faire confiance à l'État là-dessus, qui sont imposées à tous les chefs d'entreprise. Et l'expert comptable est là pour non seulement vous faire penser à les payer, ne pas oublier les délais et calculer le bon impôt à payer. Et enfin, comme bon chef d'entreprise, quand vous faites de bons résultats, vous payez un bon impôt. Donc là aussi, l'expert comptable est là pour vous aider à optimiser le calcul de l'impôt sur les sociétés dont vous allez devoir vous acquitter. Donc vous voyez, l'expert comptable, c'est vraiment un conseil complet. C'est pas juste saisir des écritures, hein, ça tout le monde peut le faire. C'est du conseil tout au long de l'année et ça ne se limite pas à ce que je viens de vous dire parce que l'expert comptable est aussi le conseil du dirigeant. Donc lorsque le dirigeant a des questions, l'expert comptable est là pour l'écouter et lui répondre. Voilà. Donc il n'y a pas de tarif prévu. Chaque expert comptable est libre de la tarification qu'il va appliquer à son client. C'est juste un échange entre quelqu'un qui a besoin d'un service et quelqu'un qui peut le lui offrir. Et le but est de trouver un juste milieu pour que les deux parties soient d'accord pour travailler ensemble dans de bonnes conditions. Et enfin, dernière opération, une fois que le bilan est fait, il y a encore une autre obligation qu'impose le Code du commerce, c'est de déposer son assemblée générale pour approuver les comptes auprès du greffe du tribunal de commerce. Là aussi, vous allez avoir donc l'expert comptable ou votre avocat qui pourra le faire. Et ça aussi, c'est quelque part une prestation parce que c'est très technique, c'est très normé. Et où on sait le faire, où on ne sait pas le faire. Voilà. Cécile, le mot de la fin sur cette question? Oui, alors moi j'aime bien l'analogie avec le sport. Vous allez entreprendre, vous devez vous consacrer à votre activité de franchisé. Vous prenez des risques. Ils sont moindres quand on est en franchise parce qu'on s'adosse à un concept expérimenté, mais on doit être dédié à l'activité. Tout le reste, c'est une affaire de spécialistes. Donc, de la même manière qu'un sportif de haut niveau qui a une équipe de préparateurs mentaux, de préparateurs physiques, un kiné, un nutritionniste, faites-vous accompagner par des experts et soyez focus sur l'activité. Prendre le temps de rentrer ces écritures comptables, c'est une hérésie. Vous devez être dédié aux clients, à la performance, au management. Donc, à mon sens, c'est vraiment un investissement qui vaut le coup et il faut vraiment être à fond dans le projet et laisser aux spécialistes faire ce qui est de leur domaine. Je retiens cette image que j'aime bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On va venir vers vous avec un micro. N'hésitez pas à lever la main et on y répondra avec plaisir. Il y en a une là-bas. Super, merci. Bonjour, je suis M. Drouot. Désolé, j'espère que vous n'en avez pas parlé au tout début parce que je suis venu à 4h30. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de collusion ou de transfert d'informations, même involontaires, quand on est franchisé et qu'on choisit le même partenaire, qu'il soit bancaire, assureur ou autre, entre le franchisé et le franchiseur, et même involontairement de la part du partenaire financier, etc. Et je dis volontairement involontaire parce que j'exclus bien évidemment tous les autres cas où ce serait un petit peu
Je choisis mon terme un peu, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, mais est-ce qu'il n'y a pas de ce risque-là et comment l'éviter? Et donc il vaut mieux pas peut-être choisir son propre partenaire par rapport au... Merci. Alors, pour la partie assurantielle, c'est pas parce qu'on a un contrat cadre qui est mis en place par un franchiseur que le franchisé a souscrit que nécessairement le franchiseur a un droit de regard sur le contrat qui a été souscrit par le franchisé. En fait, il y a des notions de confidentialité, que ce soit en banque, que ce soit en assurance, que ce soit dans tous ces domaines-là. Nous, on est tenu de respecter cette confidentialité-là. Et il est hors de question qu'on aille voir un franchiseur sous prétexte qu'il est franchiseur, qu'on lui donne des informations qui soient strictement personnelles au franchisé. Si après, ils décident, entre le franchiseur et le franchisé, d'avoir des échanges d'informations dont acte, ils les auront. Mais nous, en tant qu'assureur, en tout cas, on n'ira pas ni volontairement ni involontairement vers le franchiseur pour lui donner des informations. Donc, la confidentialité est importante. Alors la confidentialité, le secret professionnel, parce que nous sommes des professions réglementées et qu'en conséquent, nous dépendons d'un ordre et que cet ordre nous oblige à avoir un secret professionnel. Concernant les franchises, il est vrai que certains franchiseurs proposent pour leurs franchisés une notice avec un certain nombre de prestataires, quels qu'ils soient, pour faciliter la tâche de leurs franchisés. S'il y a un expert comptable dedans, ce qui est possible, l'expert comptable qui est préconisé pour les franchisés ne peut pas être l'expert comptable du franchiseur. Ça, il ne peut pas y avoir de télescopage, c'est impossible. Pas possible. Ensuite, l'expert comptable du franchisé ne remettra jamais rien au franchiseur sans l'autorisation du franchisé. Ça aussi, il y a une lettre de mission, un contrat entre l'expert comptable et son client qui est le franchisé. À aucun moment, et ce serait déroger à notre déontologie et à notre secret professionnel, nous allons transmettre de documents à un franchiseur. Par contre, il me semble que dans certains contrats de franchise, il y a des obligations de transmettre pour le franchisé les comptes annuels, le bilan à son franchiseur. Oui, tout à fait. C'est prévu contractuellement, mais c'est pour vérifier la conformité des déclarations qui ont été faites par le franchisé et le calcul des redevances. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Très bien, eh ben, ça va être l'heure de vous libérer. Alors merci beaucoup, merci à tous les quatre. Merci. Salon à vous. Merci. Merci beaucoup.